arabo-musulman a connu des hommes engagés pour le féminisme. C'est le cas de Kassim Amin, notre invité. Kelthoum Saafi lui a consacré un livre. Elle en parlait avec Abdelrahim Afidi. Bonjour Kelthoum Saafi. Bonjour. Vous êtes donc notre invité pour cet ouvrage que vous venez de publier, Kassim Amin, Les Lumières, contexte islamique, et dans lequel vous publiez en exclusivité la traduction des deux ouvrages de ce grand penseur du 19e siècle. Qui était Kassim Amin? Oui, merci. Kassim Amin est connu comme le premier féministe arabe, on va dire, le père du féminisme arabe, d'où l'intérêt de ce livre. Ce livre qui est en deux parties. La première partie, c'est une analyse de l'œuvre de Kassim Amin et surtout qui revient beaucoup sur l'idée des Lumières en contexte islamique. La deuxième, et comme vous venez de le dire, est la traduction exclusive et intégrale des œuvres phares de Kassim Amin. Alors, Kassim Amin est souvent cité, mais il n'y a pas eu de traduction française intégrale de ces deux livres phares qui sont Tahrir al-Mar'a, la libération de la femme, et La femme nouvelle, al-Mar'a al-Jadida. Alors, qui est Kassim Amin? C'est un Égyptien de père kurde, de mère égyptienne. Il a été élevé dans la continuité de la pensée réformiste arabe, après l'ouverture de la pensée arabe sur les écrits des Lumières. Il a fait ses études en Égypte, mais aussi en France. Il a passé 4 ans et il était très influencé. Il a eu un large accès à la pensée européenne, notamment française, de la fin du XVIIIe siècle. Précisément, Kassim Amin, faut-il le rappeler, est né en 1863 à Alexandrie, mort en 1908 au Caire. Et ce 19e siècle était marqué de deux mouvements importants. D'abord, le mouvement réformiste, Al-Islah, Mohamed Abdou Al-Afghani, mais aussi il y avait le mouvement colonial. En quoi ce contexte a favorisé l'émergence d'une pensée qui voudrait la libération de la femme, et notamment celle de Kassim Amin? Absolument. La découverte des principes des Lumières, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, l'autonomie de l'individu, a énormément influencé l'élite intellectuelle arabe dès les milieux du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et ils ont vu en ces principes qui, disait-il souvent, ne se contredisaient pas avec les principes de l'islam originel, c'est-à-dire du texte du Coran. Et il voyait en ces principes une issue de sortie, parce que dans cette époque-là, donc, on vivait dans la culture arabo-musulmane une étape de décadence. Elle est liée à plusieurs facteurs, c'est très long de l'expliquer. Donc, Kassim Amin, sa pensée, en continuité avec les précurseurs de ce qu'on appelle An-Nahda, c'est-à-dire c'est ce mouvement culturel et politique pour une renaissance arabe sur de nouvelles bases. Alors, on connaît beaucoup Kassim Amin en tant que père du féminisme. On sait très bien ce qu'il a fait pour introduire la notion de droit dans le statut de la femme arabo-musulmane. Mais on ne sait pas que Kassim Amin a aussi travaillé sur un projet d'émancipation, de libération de la femme et de la Ummah, de la nation, de la société en d'autres termes. Et c'est ce qui fait sa singularité parmi cette élite qui travaillait sur la Nahda, comme vous venez de le dire, le réformisme, mais aussi le courant libéral. Alors quand on dit libéral, ce n'est pas dans son sens vulgaire devenu péjoratif aujourd'hui, mais c'est libérateur, de libération. La singularité de cette œuvre, c'est d'avoir fait de la femme le centre de cette nahda, le centre de l'émancipation de la femme et de la nation. Il n'était pas le premier à parler d'un certain statut de la femme, mais il est le premier, comme je viens de dire, de faire de la femme l'objet central de la sortie de la décadence. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été favorablement accueilli par ce qu'on appelle les penseurs orthodoxes. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir parlé du corpus de la charia qui est en large mesure responsable du statut d'infériorité de la femme dans tout ce contexte islamique du 19e, enfin pour des siècles en fait, et qui s'est prolongé au 19e siècle.
On lui reproche de s'être imprégné de cette pensée européenne et on l'accuse. D'ailleurs, c'est là où la traduction est intéressante parce que, sans vraiment comprendre la totalité de ce projet, on l'accuse de s'attaquer à la charia, on l'accuse surtout à travers les 3 points problématiques qui sont la condition du hijab, donc c'est-à-dire le port du voile, la claustration, la non-mixité, la tutelle, la mise de la femme sous tutelle de l'homme, parce qu'il s'est attaqué à ce corpus-là, à la polygamie. Tout ça a fait que les orthodoxes, mais vous savez que pas seulement les orthodoxes, hein, donc tous les conservateurs, y compris une partie de l'élite libérale. Parce que cette histoire de toucher à la charia, il faut savoir que les livres de Qasim Amin, pour la première fois de l'histoire de la pensée musulmane, 14 siècles ou plus, qu'il y a une déconstruction de ce corpus sur la base de 2 choses. D'abord, sur la base de il faut désormais recentraliser la pensée, la situation de la femme et de l'homme d'ailleurs. C'est pour ça où il part de la femme pour la totalité de la nation, sur des principes de liberté, d'égalité, d'autonomie empruntés aux Lumières. Alors, à un siècle et demi, que reste-t-il aujourd'hui? Que peut-on garder de l'héritage de Qasim Amin? Alors, il reste beaucoup, au fait, hein. C'est vrai que c'est un livre qui a été écrit il y a un siècle et demi, mais ces problématiques sont actuelles. Pourquoi? Parce que la question de la liberté, qui a toujours été problématique en contexte islamique, elle est toujours revendiquée. Je reviens vers ce corpus qu'il a constitué, c'est-à-dire déconstruire les textes qui sont responsables du statut de la femme, de l'infériorité, ce qu'on appelle ce corpus misogyne. Donc, Qasim Amin fait pour la première fois, il démontre comment les principes, ce qu'il appelle le vrai islam, c'est-à-dire le texte dans son esprit, ne se contredit pas avec la liberté, avec donner à la femme tous ses droits. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, la question des nouvelles lectures. Donc lui, il a montré ça. Et en ce sens, les traductions que présente le livre constitue un nouveau corpus pour les chercheurs, pour les gens intéressés, qu'on cesse de revenir, quand on veut savoir le statut de la femme musulmane, à Ibn Taymiyyah, à Ibn Qayyim al-Jawziyya, mais qu'on revienne aussi à Qasim Amin, qui était soutenu par un grand cheikh d'Al-Azhar, Mohamed Abdou, et pas que Mohamed Abdou. Merci, Keltoum Safi. Merci à vous.